Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi de vous retrouver, chers confrères et chers consoeurs, pour ce nouveau webinaire du Forum Pamela Award de reportage sur les crises mondiales. Aujourd'hui, nous parlerons de l'éthique et déontologie des médias, ce qu'il faut faire en cas d'erreur, les bonnes pratiques et les bons réflexes à adopter pour éviter d'enfoncer la crise de confiance du public qui de plus en plus s'érode envers les médias. Avant de vous présenter notre invité, un petit mot sur notre forum qui organise ce webinaire. C'est un forum du Centre international pour les journalistes, ici FJ, basé à Washington, et lancé en collaboration avec le réseau international des journalistes IGNET afin d'aider les journalistes et leur apporter ce dont ils ont besoin en termes de ressources et d'expertise pour mieux travailler. C'est un forum que nous avons lancé en 5 langues. Il existe donc en anglais, en français, en espagnol, en arabe et en portugais. Nous avons plus de 13 000 journalistes qui participent chaque semaine à nos différentes activités, webinaires, formations, ateliers en ligne. Et pour ceux et celles d'entre vous qui me découvrent pour la première fois, je suis Kossi Balao, le directeur du forum, et je vous invite, si vous êtes journaliste, à rejoindre notre groupe privé sur Facebook. Les fautes journalistiques, c'est un sujet très peu abordé par les médias et par les journalistes eux-mêmes. Et pourtant, elles existent. Les journalistes en commettent souvent. Elles peuvent être des fautes d'orthographe, de grammaire, de nom de personne, de nom de ville, de nom d'un pays, une erreur de date, de chiffres ou d'une information non conforme aux faits. Et la question qui mérite notre attention, que faire en cas d'erreur? Pour y répondre, nous accueillons M. Yann Guégan, qui accumule plus de 20 ans d'expérience en journalisme. Il est l'ancien rédacteur en chef adjoint de Rue 89. Il est passé par des médias traditionnels comme Libération, Challenge, L'Express, Télérama et bien d'autres magazines et quotidiens. Il accompagne depuis 2014 plusieurs médias francophones dans leurs projets numériques. Il est devenu consultant et formateur et chargé de l'innovation éditoriale chez Contest. Il publie chez l'Obs, Courrier International et conçoit des outils internes pour faciliter la vie des journalistes. Il est le vice-président du Conseil de déontologie journalistique et de médiation CDJM qui examine les atteintes supposées aux bonnes pratiques journalistiques dans le texte ou les images d'un article qui soit imprimé ou en ligne, un organe qui se prononce sur les actes journalistiques jugés problématiques et dont on va parler durant cette session. Bonjour, Monsieur Guégan. Bonjour et merci pour votre invitation. Merci surtout de l'avoir accepté. C'est un honneur pour nous de vous recevoir. Oui, je suis très Je content. rappelle, C'est un sujet qui me tient à cœur et sur lequel on a beaucoup travaillé au sein du CDJM. Donc, je suis ravi de pouvoir partager avec vous. Je rappelle aux participants qui nous suivent que vous avez la possibilité de poser vos questions. Si vous nous suivez, si vous suivez le webinaire en direct sur Facebook, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires sous la vidéo. Mais si vous nous suivez directement via Zoom, vous pouvez juste soumettre vos questions dans la boîte de discussion qui est juste en bas de votre écran. La première question pour vous, Monsieur Guégan, avez-vous le sentiment que les erreurs souvent commises par les journalistes sont l'une des causes de la crise de confiance du public envers les médias? Alors oui, je répondrai clairement oui, parce que ça fait partie des choses qui grignotent, qui effritent la confiance que le public peut avoir envers les médias et les journalistes. Pourquoi grignote? Parce que si une erreur n'est pas rectifiée, moi, en tant que lecteur, je ne vais pas forcément la remarquer. Donc, ça peut ne pas avoir d'effet. En revanche, si je vois une erreur et qu'elle n'est pas rectifiée, ou pire, si je vois une erreur, que je la signale au journaliste et que même après ça, elle n'est pas rectifiée, là, je vais vraiment penser que le journaliste ne fait pas correctement son travail. Et ça va clairement entacher la relation, ça va clairement handicaper la relation, parce que je vais me souvenir de tout ce que j'ai lu avant, et je vais me dire, en fait, peut-être que sur plein de sujets, sur plein d'articles que j'ai lus ou plein de reportages que j'ai vus à la télévision, il y avait aussi des erreurs et elles n'étaient pas rectifiées, en fait, quoi. Donc, c'est pas... la presse a plein de problèmes, que ce soit en France ou dans d'autres pays, il y a plein de problèmes qui se posent aux médias, des problèmes économiques, des problèmes technologiques, des problèmes aussi en lien avec la concurrence de la propagande et des fausses nouvelles sur les réseaux sociaux. Mais
c'est des problèmes qui sont compliqués à régler. Le problème de la non-rectification des erreurs, il est un peu plus simple à régler, puisque ça ne dépend que de nous, journalistes, d'avoir de meilleures pratiques en la matière, quoi. Et peut-être pour terminer cette première réponse, moi, mon souvenir, notamment à Rue 89, Rue 89 était un site gratuit avec beaucoup d'audience, beaucoup de commentaires et beaucoup d'échanges avec la communauté. Et à chaque fois qu'on a dû corriger une erreur, ça fait jamais plaisir de corriger une erreur, hein. On préfère toujours que le contenu qu'on propose soit parfait du premier coup et que on n'ait pas besoin d'y revenir. Donc, humainement, on est toujours un peu embêté quand on doit rectifier une erreur. Mais cependant, mon expérience avec 89, c'est qu'à partir du moment où, un, on corrigeait l'erreur et deux, on signalait la correction, donc la rectification de l'erreur et le rectificatif qui va avec, eh ben, les réactions de la communauté, les réactions des lecteurs étaient très favorables. C'est-à-dire que c'est paradoxal parce que moi, je me dis, bon, si je montre, comment dire, si j'annonce à mes lecteurs que j'ai fait une erreur, il va avoir moins confiance en moi. Et en fait, non, c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que dans les réactions des lecteurs, on avait des gens qui nous disaient bon, ok, vous êtes planté, mais on vous fait davantage confiance parce que vous avez accepté de le corriger et de nous dire que vous vous êtes planté. Donc ça m'avait vraiment frappé. En fait, la relation, elle n'était pas dégradée ou l'image du média n'était pas plus mauvaise quand on corrigeait, quand on affichait clairement qu'on avait fait une erreur. Voilà. Alors, il faut corriger l'erreur, il faut dire qu'on l'a corrigée, et puis il faut aussi dire qu'est-ce qui s'est passé. Donc, il y a aussi un travail de transparence dans la fabrication de l'information, mais on pourra peut-être en reparler. Et que dites-vous de retirer peut-être l'article problématique d'un site en cas d'erreur? Alors, ça, c'est une très bonne question. Et à l'intérieur du Conseil de déontologie journalistique, donc, dont je suis le vice-président, on s'est posé cette question-là au sein d'un groupe de travail, justement sur le problème de la rectification des erreurs. Et on en a discuté avec une dizaine de professionnels, de rédacteurs en chef ou chefs de rédaction en France, quoi. Et après avoir pas mal réfléchi au problème, la suppression d'un contenu, si on parle d'un article sur le web, par exemple, nous, en tant que conseil de déontologie, on ne recommande pas de supprimer le contenu. Pourquoi? Parce qu'on sait comment fonctionnent les réseaux sociaux, on sait comment fonctionne la circulation de l'information sur le web. Même si je supprime, moi, la page, le lien va continuer à circuler et les gens vont pouvoir continuer à cliquer dessus. Donc concrètement, ils vont voir une information, ils vont cliquer dessus et ils vont arriver sur une page d'erreur parce que moi, j'aurais supprimé la page. Donc beaucoup de journaux font ça, même en France, en tout cas, ça reste une pratique courante. Mais pour nous, ce n'est pas une bonne pratique. Il vaut mieux corriger l'intérieur de la page, quitte à tout modifier, modifier le titre, modifier le début de l'article, modifier, voilà. Si l'erreur concerne même le titre, et bien dans ces cas-là, il faut aussi changer le titre. L'idée étant de toujours chercher à rendre le plus visible possible l'information corrigée. Or, si vous supprimez la page bêtement et si les gens arrivent sur une page d'erreur quand ils sont sur leur site, dans ces cas-là, vous ne permettez pas la visibilité de l'information corrigée. Voilà pour une réponse courte. On fera une exception quand même, parce que voilà, pour des contenus qu'on ne peut pas éditer après publication. Et ça concerne notamment Twitter, où là, la seule possibilité, c'est de supprimer le tweet concerné, puisqu'on ne peut pas modifier le contenu. Donc ça, c'est pour les endroits où on ne peut pas corriger après publication, mais heureusement, c'est assez rare. En revanche, pour tous les endroits où on peut corriger après publication, on recommande de ne pas supprimer, mais bien d'indiquer l'information corrigée. Et pour un journal presse écrite, est-ce qu'il faut revenir dans une prochaine édition, dans un nouveau numéro et dire, voilà, dans la version précédente, nous avions dit donner une information qui n'était pas exacte et... Alors, c'est une très bonne question et ça aussi, ça fait partie des thématiques auxquelles on a réfléchi quand on a travaillé sur le sujet. Donc, les informations que je vous donne, enfin, les idées que je vous donne, elles sont rassemblées sur cette page que je suis en train de vous montrer normalement.
qui est en fait un petit guide sur les bonnes pratiques en matière de rectification des erreurs, quoi. Et si vous regardez un peu, donc je ne vais pas tout lire maintenant, ce serait un peu long, mais on a distingué deux cas, en fait. On a distingué le cas des contenus qui sont diffusés par édition. Donc, par exemple, ça, c'est un quotidien imprimé ou un magazine imprimé, mais ça peut être aussi un journal télé diffusé tous les soirs à 20 h en France. Ça peut être une newsletter qui est envoyée une fois pour toutes. Ça peut être un épisode, une émission de radio qui est mise à disposition sous forme de podcast. Dans ces cas-là, on n'a souvent pas la possibilité de modifier, parce que si c'est en direct, par exemple, bah, c'est trop tard, c'est passé. Donc ça, c'est ce nous, on a appelé les contenus qui sont diffusés par édition. Et on oppose ça aux contenus qui sont modifiables en ligne. Donc, par exemple, les articles qui sont publiés sur un site web ou sur un réseau social. Et du coup, le comportement à avoir en tant que journaliste, il est différent suivant que c'est un contenu diffusé par édition ou si c'est un contenu qui est modifiable en ligne. Donc, le petit guide qu'on propose, par exemple, on pourra voir, mais on va prendre l'exemple d'une erreur significative ici. Et vous voyez, on a prévu les deux cas. Est-ce que le contenu est diffusé par édition, donc par exemple un journal télévisé ou un magazine imprimé, ou est-ce qu'il est modifiable en ligne? Donc, si on est sur un contenu, par exemple, diffusé par édition, la bonne pratique, c'est de rectifier l'erreur dans l'édition qui suit. Alors, idéalement, la suivante, mais parfois, ça met un petit peu plus de temps. Mais donc, si le jeudi soir, j'ai fait une erreur, bah, le vendredi soir, à la télé, je vais dire, dans le journal d'hier soir, une erreur a été commise dans tel reportage. Voilà, on a dit ça, et en fait, la réalité, c'était ça. Ça, en France, c'est très rare. Un rectificatif à la télévision aux 20 h, par exemple, c'est vraiment... voilà. Alors, nous, on pense que ça devrait être plus courant. Mais À si votre on avis, parle pourquoi d'un... c'est très rare à la télévision? Pour de bonnes et de mauvaises raisons. Les bonnes raisons, c'est que les formats télé sont très, très stricts, avec des minutages. Voilà, il faut que le sujet il fasse 1 minute 20 et pas 1 minute 30. Si le présentateur doit prendre 1 minute pour réexpliquer une information, dire l'erreur qui a été commise et la rectification, ça occupe du temps et du coup, bah, ça empêche les autres journalistes de pouvoir diffuser leurs reportages ou les interviews. Donc ça, c'est plutôt une... Et puis la mauvaise raison, c'est que comme il s'agit justement de contenu diffusé en direct, on mise un peu sur le fait que les gens vont oublier et que comment dire, ça ne sert à rien d'y revenir, en fait. Ça ne sert à rien de s'embêter à y revenir. Nous, on pense que c'est une erreur de dire ça, que c'est une mauvaise raison. D'autant plus, et c'est le deuxième point que je voulais dire, c'est que si j'ai commis une erreur dans mon journal télévisé, non seulement il faut que je corrige le lendemain, mais il faut aussi que je pense à le journal télévisé. Certes, il a été diffusé en direct, mais souvent, il est aussi accessible en ligne, par exemple sur le site de la chaîne de télévision ou alors sur la page Facebook de la chaîne de télévision. Et ben, en fait, il y a encore des gens qui vont pouvoir voir cette erreur, voir ce journal télévisé qui contient une erreur. Donc, du coup, le bon réflexe, et là aussi, on en est loin en France, c'est quelque chose, il faut qu'on essaye de motiver les rédactions pour le faire, mais c'est de dire, bah, s'il y a une erreur dans le journal télévisé du mardi soir, par exemple, eh ben, il faut aller sur le site, sur la page qui présente le journal télévisé avec le petit lecteur vidéo à l'intérieur, et il faut corriger aussi l'erreur là, en disant en dessous de la vidéo, par exemple, pour dire, dans cette édition du journal télévisé, une erreur a été commise à telle minute, voilà ce qui s'est passé. Enfin, voilà. C'est toujours le même principe, c'est-à-dire il faut maximiser la chance, enfin, faire en sorte que le lecteur ait le plus de possibilités de voir la rectification de l'erreur. C'est toujours le même principe qu'on décline. Puisque le journal télévisé il va être disponible sur une page web qui présente chaque édition, comme c'est courant dans les... Eh ben, il faut que ce soit corrigé là. Et on peut avoir la même logique pour un journal papier qui va mettre à disposition un téléchargement en PDF ou avec une liseuse, ou voilà, donc on a la version imprimée. Souvent, c'est présenté comme ça sur les sites, je sais pas moi, Libération en France ou d'autres. Et ben, il faudrait idéalement aussi que le rectificatif en disant il y a une erreur dans cette édition-là, mais voilà la correction qu'on peut vous donner.
Quelles sont les erreurs les plus fréquentes qui reviennent souvent, les types de plaintes que vous recevez le plus souvent chez CDJR? Il y a souvent des erreurs de détail, mais c'est vrai que ce qu'on va nous signaler, c'est des erreurs qui ont des conséquences plus importantes pour une partie des lecteurs. Je vais prendre un exemple pour que ce soit plus clair. Une des dernières décisions, un des derniers avis qu'on a publié concerne le site de France Info. Donc, je peux vous montrer à quoi ça ressemblait ici. Voilà. Donc, on avait un peu le même principe que ce que je racontais, c'est-à-dire un reportage issu d'un journal télévisé, mais qui est repris, repackagé sur le web avec un titre et puis un court texte de présentation. Et en fait, dans la première version de ce texte de présentation que je suis en train de vous montrer, il était dit, donc c'est à propos des convois de la liberté, donc ce sont des convois de voitures et de camions qui ont convergé vers Paris il y a quelques mois pour une grande manifestation, on va dire, routière, avec beaucoup de voitures, beaucoup de camions. Et donc ces manifestants, ils étaient présentés comme des manifestants anti-vax, c'est-à-dire opposés au vaccin. Sauf que tous les reporters qui sont allés voir ces manifestants, qui sont allés discuter avec eux, ont tous dit que, en fait, ils étaient plutôt opposés au pass sanitaire. Donc, c'est le dispositif en France qui oblige à avoir une certification de vaccin ou de test pour accéder à certains lieux publics dans le cadre de l'épidémie de Covid. Hein, donc, concrètement, on avait un certificat sur le téléphone pour rentrer au cinéma, par exemple. Donc, c'était le pass sanitaire. Donc, on peut être opposé au vaccin. On peut être, pardon, favorable au vaccin, mais opposé au pass sanitaire. Donc, c'était une petite erreur quelque part. C'était quelqu'un qui a dû rédiger un peu vite l'article, qui a associé dans sa tête anti-vax, donc opposé au vaccin, et anti-pass sanitaire, opposé aux restrictions pour les personnes non vaccinées, on va dire. Donc, pour elle, pour la personne qui a rédigé, c'était peut-être un petit peu pareil tout ça. Sauf que pour les personnes concernées, c'est quelque chose qui les met en colère et qui les met une petite erreur quelque part, en tout cas erreur voilà, qui peut arriver, mais qui a des conséquences pour le lecteur, quoi. Donc ça fait partie des choses qui vont remonter jusqu'à nous au Conseil de déontologie. On va nous dire, mais c'est scandaleux. Voilà. Alors, si vous regardez un peu la page que je suis en train de montrer, on voit que cette fois, il y a bien eu une rectification. L'erreur a été corrigée. Il y a eu une rectification, donc maintenant c'est devenu les manifestants anti-pass sanitaire. Et il y a donc aussi un rectificatif, c'est-à-dire qu'il y a une parenthèse pour dire que nous avions précédemment qualifié par erreur d'anti-vax. Donc ça fait partie des bonnes pratiques, c'est-à-dire non seulement on corrige l'erreur, mais on signale qu'on a corrigé l'erreur pour le lecteur qui arrive, quoi. Donc voilà, c'est difficile après de faire une règle générale, mais c'est intéressant de voir que des erreurs parfois qui peuvent sembler pas très graves ont quand même un impact pour les lecteurs et pour ceux qui vivent l'information. J'aimerais vous poser cette question d'un participant. Elle dit ceci. Est-ce, est-ce que revenir sur une erreur signalée dans une édition déjà diffusée n'est pas même discréditer son média quand on sait que pour la plupart des fois, nombreux parmi les auditeurs ou lecteurs ne retiennent que ces petites fautes? Alors, c'est une très bonne remarque, j'ai déjà un peu parlé. Moi, je ne pense pas que ce soit comment dire, je ne pense pas qu'on perde en crédibilité quand on explique qu'on a fait une erreur. Au contraire, je pense qu'on gagne en crédibilité quand on a dit qu'on a fait une erreur et qu'on la corrige. Ça, c'est une expérience que j'ai pu avoir avec des communautés très réactives comme celle de Rue 89, avec beaucoup de messages, beaucoup d'échanges. Et systématiquement, quand on corrigeait et qu'on expliquait pourquoi on avait fait une erreur, finalement, on gagnait un petit peu plus de crédibilité. Mais je comprends la question parce que spontanément, moi, j'ai aussi envie de cacher mes erreurs. Je n'ai pas très envie même aujourd'hui, même maintenant, hein, même après avoir travaillé sur le sujet, spontanément, j'ai peur aussi de dire que je me suis trompé ou que j'ai mal fait mon travail. Mais
Je vous assure, et ça peut se vérifier, je pense, il y a sûrement eu des études là-dessus. Au contraire, on est plus crédible quand on reconnaît ses erreurs, quoi. D'ailleurs, un point dont on n'a pas parlé, mais que je peux dire si je peux prendre une minute, c'est que euh, cette possibilité d'une erreur, elle est prise en compte dans les chartes de déontologie qui s'appliquent aux journalistes, en tout cas en France. Nous, au Conseil de déontologie, on s'appuie sur 3 chartes. La plus ancienne, qui est une charte au niveau français, la charte on appelle ça la charte du SNJ, hein, en fait, c'est la charte d'éthique professionnelle des journalistes. Donc, vous voyez, elle date de 1918 pour la première version, et ensuite, il y a une deuxième version en 1938 et une troisième en 2011. Mais après, il y a la déclaration de Munich. La déclaration de Munich, elle est au niveau européen, et elle date de 1971. Et puis, plus récemment, il y a la Charte mondiale de la Fédération internationale des journalistes qui date de 2019. Ces 3 chartes, elles disent globalement la même chose sur la rectification. Qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent les journalistes peuvent faire des erreurs. Ce n'est pas interdit de faire une erreur quand on est journaliste. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien, quand on a fait ce métier suffisamment longtemps, que vu que l'actualité change, vu que les conditions de production peuvent être difficiles, qu'on peut être tout seul, par exemple, à traiter une information sans avoir je sais pas, 3 ou 4 personnes qui vous aident à chercher des choses ou à vérifier des choses. Donc, l'erreur, c'est impossible finalement d'être journaliste et de n'avoir jamais commis une erreur. Je ne pense pas que ça existe, d'accord? Donc, la déontologie, c'est pas dire, les chartes ne disent pas, il ne faut pas faire d'erreur. Ce qui est très différent d'autres métiers. Si vous êtes médecin, par exemple, on va vous dire qu'il ne faut pas faire d'erreur, parce que si vous faites une erreur, bah, le patient, il meurt, en fait. Hein, ou en tout cas, il peut avoir des conséquences. Pour un journaliste, on ne dit pas qu'il ne faut pas faire d'erreur. En revanche, on dit qu'il faut impérativement rectifier ses erreurs, en fait, quoi. Donc, je trouve que c'est assez intéressant que ce soit vraiment indiqué comme ça. En tout cas, c'est comme ça que moi, je comprends les chartes de déontologie sur ce sujet-là. C'est essayer peut-être aussi de se décomplexer un peu, nous, en disant, effectivement, là, on a commis une erreur, mais être béton, être très sérieux sur la rectification et je dirais non seulement dire l'erreur qu'on a faite, mais expliquer pourquoi. Ça, les lecteurs aiment beaucoup quand on leur explique aussi un peu comment l'information est fabriquée. Et finalement, à chaque fois qu'on rectifie une erreur, c'est une occasion de parler de la fabrication de l'information. Pourquoi j'ai dit une bêtise quand j'étais en reportage sur une manifestation ou sur un événement, une fête, enfin, quel que soit l'événement. Et ça peut être, quelqu'un m'a raconté des bobards et je l'ai cru et je n'aurais pas dû et c'était ça mon erreur. Ça peut être, en fait, tout le monde était persuadé que c'était comme ça et puis 3 heures plus tard, la situation a changé, mais moi, j'avais déjà diffusé mon information, quoi. Donc, tout ça fait que je peux expliquer ça au lecteur. Et là, on crée finalement une relation beaucoup plus égale avec le lecteur. Le lecteur se dit, mais en fait, les journalistes ne sont pas des surhommes, ce ne sont pas des gens brillants, forcément brillants ou forcément des héros. Ce sont des gens qui, des fois, sont fatigués, qui, des fois, se trompent, des fois, se font balader, des fois, voilà. Et, alors, évidemment, on n'est pas... Encore une fois, ça ne fait pas plaisir, hein, reconnaître une erreur, hein, ce n'est pas le moment le plus agréable de la journée. Mais en termes de confiance avec le lecteur, tout d'un coup, le lecteur se dit, bon, effectivement, oui, moi aussi, ça m'arrive de me tromper. Vous voyez, il y a une empathie qui peut se créer parce que le lecteur, lui aussi, il se trompe. On fait tous des erreurs dans nos vies. Donc, le journaliste, il est aussi humain dans cet aspect-là. Vous venez de dire que le journaliste est humain et en tant qu'humain, il peut arriver que le journaliste commette des erreurs, l'erreur étant humaine. Mais est-ce qu'il y a des erreurs pour lesquelles vous vous dites non, mais celle-là, le journaliste aurait pu l'éviter? Euh, c'est difficile à dire parce qu'on n'a pas forcément... ça, c'est plutôt une réflexion que je vais me faire à l'intérieur de la rédaction. Parce que moi, encore une fois, moi aussi, je fais des erreurs. Je peux vous montrer, par exemple, je travaille donc pour Contexte, qui est un site d'information un site pour les professionnels de la politique en France et en Europe, quoi. Et on a publié, comme il y a des élections qui arrivent bientôt, on a publié une grande carte interactive avec
les différentes élections. Donc, c'est des législatives, donc il y a 577 scrutins, en fait. Et on a comme ça des petits textes qui s'affichent pour une bonne partie de ces élections. Vous voyez, ça, la carte a zoomé sur un coin en France. Et si on regarde un peu plus, il y a ici une biographie du député sortant. Donc le texte que vous avez, c'est un texte qu'on avait déjà à contexte. Donc il y a 577 députés, donc 577 petits textes comme ça de biographie pour présenter le député. Mais ces textes-là, ils n'avaient pas été suffisamment mis à jour. Donc, parce qu'en fait, ils avaient souvent été rédigés en 2017 au moment de l'élection. Ils avaient été un peu mis à jour, mais pas de manière suffisamment rigoureuse. Et du coup, on a eu des retours de lecteurs qui nous ont dit attention, là, il y a un problème, la personne a changé de poste, ou attention, il y a une erreur qui n'a pas été corrigée. En fait, la personne... Et on a dû retravailler sur une bonne partie des textes, en dépublier certains. Alors, ce n'était pas une erreur très grave, c'était plutôt des détails, puis bon, ce ne sont pas des textes qui portent. Mais effectivement, on a dû corriger cette base de biographie. Et du coup, ça nous incite aussi à réfléchir à l'organisation du travail au sein de la rédaction, quoi. Là, on s'est clairement dit, ce n'est pas normal qu'on ait pu avoir publié ces textes qui n'étaient pas suffisamment mis à jour, suffisamment relus. Donc, ça veut dire que derrière, on va embaucher quelqu'un qui va justement avoir comme but de relire ce genre de choses, ces textes qui ont une durée de vie assez longue, pour gérer, quoi. Donc, après, vous voyez, en externe, ça n'a pas eu de conséquences. Il y a peu de lecteurs qui nous ont embêtés avec ça ou qui nous ont signalé ces textes pas très mis à jour. Mais en revanche, en interne, ça a eu une répercussion parce qu'on s'est dit, bah, il faut qu'on arrive à éviter ça. Donc, les situations sont très variables. Mais pour juste finir ma réponse, moi, ce qui me choque, ce n'est pas l'erreur, encore une fois, ce sont les journalistes qui ne rectifient pas leurs erreurs. Et ça, par contre, au sein du Conseil de déontologie, on en a eu plusieurs cas, et parfois concernant le même journal, où visiblement, c'est une sorte de pratique à l'intérieur de ce média. On ne corrige pas les articles en ligne, même quand quelqu'un nous le signale, ou même quand le Conseil de déontologie a publié un avis en disant bah, il y a un problème, cette erreur, elle est toujours en ligne, quoi. Donc moi, la non-rectification des erreurs, je trouve ça pas acceptable pour les journalistes. Le fait que certains journalistes ou certains médias refusent de corriger ou de rectifier l'erreur, est-ce que c'est quelque chose qui vous choque particulièrement? Oui, c'est ce que je disais, hein, c'est que parce qu'en fait, je pense que c'est comment dire, c'est une décision individuelle de ne pas corriger l'erreur ou une décision au niveau d'un média, mais c'est une décision qui a une conséquence pour tout le monde. C'est-à-dire que moi, quand je vais discuter avec des gens qui ne sont pas journalistes, avec des amis ou avec de la famille, ils vont parfois me dire eh ben, j'ai vu une erreur dans un journal et elle n'a pas été corrigée. Et ça va aussi affecter tous les journalistes et pas seulement ceux qui font ça, en fait. C'est-à-dire que moi, après, je peux expliquer, ben non, moi, je ne travaille pas comme ça, je suis plus rigoureux, ou je fais plus attention, ou je respecte la déontologie. Mais malgré tout, quelque part, le mal est fait. Donc, moi, j'en veux beaucoup à ces médias-là parce que le mal qu'ils font, il ne concerne pas que eux-mêmes, mais ça concerne aussi, ça concerne aussi, ça affecte, on va dire, tous les journalistes du pays, parce qu'au bout d'un moment, les gens, ils mettent tout le monde dans un même sac et ils disent, les journalistes, vous ne faites pas correctement votre travail, quoi. Alors, des fois, c'est injuste, hein, c'est pas, voilà. Il faut aussi défendre le travail des journalistes, parce qu'il y en a encore beaucoup qui font, il y en a beaucoup qui font très bien leur boulot. Donc, évidemment moi, je les défends, mais c'est parfois compliqué de le défendre quand une erreur qui est facile à corriger n'a pas été corrigée par quelqu'un qui ne respecte pas les règles du jeu. Nous avons une autre question qui nous vient d'un participant du journaliste Jacques qui demande est-ce que les erreurs ne traduisent pas un manque de professionnalisme venant des journalistes? Il y a plein de raisons pour lesquelles il peut y avoir des erreurs commises. Donc, il y a là aussi des bonnes raisons. C'est que je parlais tout à l'heure de l'actualité, le fait que parfois une information peut changer d'une heure à l'autre. Parfois,
une manifestation où il y avait seulement 20 personnes, en fait, 3 heures plus tard, il y en avait 2000, et c'est pas pareil. Si je mets pas à jour, si je corrige pas, ben, on voit bien que c'est pas la même chose. Donc, il y a des erreurs qu'on peut pas éviter ou qu'on peut difficilement éviter. Après, il y a effectivement d'autres erreurs qui relèvent soit d'un manque de formation, de rigueur, comment dire, de journalistes qui ne sont pas suffisamment attentifs. Moi, je sais que plus je vieillis, plus j'ai d'expérience, et plus je me méfie quand j'écris. C'est-à-dire que je vais vérifier encore plus de choses que quand j'étais jeune, parce que voilà, j'ai fait des erreurs et j'étais obligé de les corriger. Donc, il y a parfois un manque de rigueur. Moi, je pense que je suis plus rigoureux aujourd'hui que quand j'étais jeune, juste parce que j'ai été confronté aux erreurs et j'ai dû les corriger. Et puis, il y a des raisons aussi qui peuvent être un manque de culture scientifique. Par exemple, récemment, je ne sais pas si je vais le retrouver facilement, mais ouais, si, il est peut-être là. Là, c'est un journaliste français spécialisé dans les questions d'environnement. Et il a trouvé une erreur énorme dans un article sur... voilà, c'est ça ici, tac. Donc là, on parle ici du secteur audiovisuel. Donc toutes les télévisions, toutes les chaînes de télé françaises. Et le secteur émet l'équivalent de 1,7 tonnes de CO2. Et en fait, 1,7 tonnes de CO2, c'est ridicule parce que c'est moins que ce que produit un seul Français. C'est même 5 fois moins que ce que produit un seul Français pendant une année. Donc le chiffre, il est complètement aberrant, en fait. Alors bon, quand on ne connaît pas trop le sujet encore, on peut y aller. Ouais. Mais non seulement c'est quelque chose qu'on aurait dû vérifier au moment de la publication, ce chiffre, il ne faut pas écrire de bêtises, mais même en termes de culture scientifique ou de culture sur le climat, on ne devrait pas écrire des choses aussi aberrantes. Ou en tout cas, il devrait y avoir un chef ou quelqu'un pour relire et dire « mais non, ça ne peut pas être 1,7 tonnes de CO2 ». C'est comme si je disais, voilà, Jacques, un journaliste de 350 ans, tu vois, ou un journaliste né en 1642. Non, ça nous choque, on se dit, ben non, il y a une erreur, les chiffres ne sont pas les bons. Et ça, je pense que si ça passe, c'est parce qu'il n'y a pas encore suffisamment de journalistes qui sont formés aux questions de réchauffement climatique. C'est pour ça que Lou Espargilière, donc la personne qui l'a signalé sur Twitter, dit peut-être que le grand public y comprendrait enfin quelque chose si les journalistes avaient une formation de base sur le climat. Ça, c'est une question qui revient assez souvent, c'est que les journalistes soient mieux formés sur les questions de climat, et comme ça, ils feront moins d'erreurs. Il y a des questions de professionnalisme, de rigueur, mais il y a aussi des questions de formation, de culture générale. Ça peut être aussi des questions de culture scientifique, être capable de faire un peu de mathématiques, de comparer des ordres de grandeur. Enfin, voilà. En France, en tout cas, la formation au journalisme, elle a souvent été plutôt littéraire. Enfin, en tout cas, le journalisme français, en général, il est plutôt littéraire, il est assez peu scientifique. Et c'est vrai que des fois, on a des erreurs qui sont commises tout simplement parce que les gens ne savent pas bien calculer des pourcentages ou faire des règles de 3 ou ne sont pas très à l'aise avec les chiffres. Ça peut être aussi bête que ça. Hein. Et ça, c'est des choses qu'on peut résoudre en formant davantage les journalistes ou en recrutant des gens avec des profils qui ont des profils plus maths ou des profils plus scientifiques. Nous avons une autre question du journaliste Mogno. Est-il loisible de revenir sur ces erreurs de façon répétitive? Parfois, certaines erreurs passent inaperçues. Que faire? C'est là que c'est difficile. C'est-à-dire que nous, on aimerait tous garder les erreurs inaperçues et ne pas y revenir. Et c'est là qu'il faut se combattre. Et il faut être systématiquement corriger les erreurs. Même si personne n'a vu l'erreur, il faut la corriger et dire qu'on l'a corrigée. Ça, c'est très important. Donc, vous voyez, et plus c'est systématique, moins on se posera justement de questions, moins on se dira « Ah ouais, mais personne ne l'a vu, donc peut-être que je ne vais pas le corriger. Ah ouais, mais c'était il y a 3 ou 4 jours et maintenant on est passé à autre chose. Ah ouais, mais ce n'est pas moi qui ai fait l'erreur, c'est mon ancien collègue, donc j'ai pas... » Enfin, on peut trouver comme ça plein de prétextes pour ne pas corriger. Nous, on veut renverser, enfin, en tout cas, on pense qu'au conseil de déontologie, on pense qu'il faut renverser ça en disant on corrige. Quoi qu'il arrive, on corrige. Et on dit qu'on a corrigé. Et on le dit pour que ça soit le plus visible possible. Du coup, ça évite tous les débats, ça évite de se poser des questions. Est-ce que je corrige, est-ce que je ne corrige pas, ou est-ce que j'espère?
passer entre les gouttes et j'espère que personne ne le verra. On corrige, point barre. Et ensuite, après, on peut réfléchir à comment faire moins d'erreurs. Parce que c'est vrai que si on se retrouve à corriger souvent, bah, c'est peut-être aussi le signe qu'il y a un problème dans l'organisation du travail au sein de la rédaction ou, comme on le disait, dans la formation des journalistes. Donc, ça c'est des questions qui dépassent, là, pour le coup, la simple question de la déontologie. Mais je pense que c'est beaucoup plus simple à l'intérieur d'une rédac de dire on corrige, et on le corrige sur le plus de supports possible, sur la page web, dans le prochain journal. Enfin, vous voyez, on rend visible la correction. Hein, et sans chercher à trouver des raisons de corriger ou de ne pas corriger. Je ne sais pas si je suis clair. Bientôt une demi-heure que nous abordons la question des erreurs. Mais Monsieur Degan, comment éviter ces erreurs? Quels conseils donnez-vous à ceux qui le suivent? Alors, c'est là où, effectivement, c'est plus compliqué. Alors, ce qui souvent pousse à l'erreur, c'est le fait de devoir publier beaucoup, de publier vite. Voilà, il y a des rédactions en France, on va dire, où on va demander à des journalistes de publier, par exemple, 4 ou 5 articles par jour. Peut-être voilà, des articles parfois assez longs. Et de chercher des infos à droite à gauche, puis bon, d'aller vite et de publier, quoi. Ça, évidemment, ça peut pousser à l'erreur parce que vous avez un quota d'articles, vous avez un nombre d'articles à publier, et du coup, vous prenez plus le temps de vérifier. Donc, ça peut être soit baisser ce quota, soit, et ça, à mon avis, c'est de plus en plus possible, puisque en France, en tout cas, c'est difficile après de dire dans tous les pays, parce que je n'ai pas la connaissance, mais en France, depuis quelques années, on est un peu dans un contexte, j'ai envie de dire, favorable, parce que beaucoup de journaux se rendent compte que ça ne sert à rien de publier 10, 15 articles systématiquement par jour. Ça ne sert à rien de vouloir faire du trafic à tout prix. Ça ne sert à rien de chercher absolument à développer le nombre de visiteurs, y compris avec des articles de mauvaise qualité ou avec... parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à vendre suffisamment de publicité, en tout cas pour parler vraiment de la partie site internet, site web, on n'arrive pas à vendre suffisamment de publicité. C'est une course une course à l'audience qui est impossible. Donc beaucoup de journaux en France ont décidé plutôt d'aller vers le modèle par abonnement, donc ils demandent aux gens de s'abonner. Et pour pouvoir convaincre les gens de s'abonner, il faut quand même souvent leur proposer une information de meilleure qualité. Et du coup, ça va pousser aussi à publier moins. Hein. Le Monde a expliqué très clairement que leur objectif était de publier moins d'articles qu'avant. Donc ça, c'est quelque chose qui est une petite révolution par rapport au début du web où il fallait publier, multiplier les clics, etc. On a des journaux aujourd'hui qui revoient leur stratégie et qui disent, c'est le cas aussi d'Arrêt sur Image, je pense que c'est le cas aussi dans d'autres journaux, dans d'autres rédactions, où ils disent on n'arrivera pas à convaincre les gens à s'abonner si on donne des contenus faciles que tout le monde peut faire. Il faut réussir à faire des contenus, des articles, des reportages, des enquêtes qui ont davantage de valeur ajoutée, qui ont demandé davantage de travail. Et du coup, on va y passer plus de temps. Et du coup, on pourra vérifier, on aura plus de temps pour vérifier, plus de temps pour interroger d'autres personnes, plus de temps pour relire, tout bêtement, se relire soi ou faire relire par quelqu'un d'autre. Et du coup, globalement, on aura peut-être moins d'erreurs commises. Donc, il y a des choses sur lesquelles je peux agir individuellement en tant que journaliste, en faisant plus attention. Je parlais de faire relire, par exemple. Bon, bah, faire relire par son chef, faire relire par son collègue, faire relire par ses amis quand on est tout seul. Ça, c'est des choses qui permettent d'éviter les erreurs. Et puis, il y a des choses plus collectives, plus structurelles, en disant, bah, peut-être que publier 10 articles par jour, et faire une information qui est de pas très bonne qualité, c'est pas ça la solution. Peut-être qu'on peut faire évoluer le modèle pour qu'on publie moins, mais on publie mieux. En tout cas, c'est l'évolution qu'on note quand même dans beaucoup de journaux en France. Une autre question. Quelles sont les sanctions prévues pour les journalistes qui commettent des erreurs jugées graves? La question nous vient toujours du confrère Jacques. Tout à fait. Alors, en ce qui concerne le Conseil de déontologie en France, il n'a pas de pouvoir de sanction. Et c'est le cas dans tous les autres pays d'Europe où il y a des conseils de déontologie ou des conseils de presse.
ces conseils n'ont pas de pouvoir de sanction. Dans certains pays, en revanche, le média est obligé de publier l'avis du conseil de déontologie. Par exemple, en Belgique, si le conseil de déontologie belge dit, par exemple, un journal comme Le Soir n'a pas rectifié son erreur et donc n'a pas respecté la règle de déontologie, Le Soir ne va pas avoir une amende ou le journaliste ne va pas être sanctionné. En revanche, Le Soir va devoir publier sur son site web et dans son exemplaire, dans les exemplaires papier un relais en disant le conseil de déontologie a trouvé que Le Soir n'avait pas fait correctement son travail. Donc c'est assez perturbant. Enfin, les premières fois où on tombe dessus, on me dit tiens, c'est bizarre cette histoire, comment ça se fait? Mais on retrouve finalement des critiques des journaux, des médias belges, à l'intérieur des médias belges, donc à l'occasion de la publication de ces avis. Alors, parce que je vois que l'idée des sanctions, il y a des gens dans le chat qui ont des idées pour Oui. sanctionner, voilà, y compris financièrement. Nous, pourquoi est-ce qu'en France et en Europe, les conseils de presse ne veulent pas de pouvoir de sanction? Parce que ça peut se transformer en menace sur la liberté d'expression. C'est-à-dire que concrètement, imaginons par exemple que je décide de faire une sanction erreur non rectifiée égale 1 000 € d'amende. Il y a des journaux, ça ne poserait pas de problème. Ils pourraient payer l'amende à chaque fois. Mais un petit journal qui a du mal à trouver à boucler ses fins de mois, si j'arrive et que j'applique cette sanction, eh ben, peut-être qu'il est obligé d'arrêter de publier. Donc, vous voyez, il y a toute sanction, quelle que soit la sanction que vous pouvez imaginer dans votre tête, elle peut avoir comme conséquence que des journalistes soient empêchés dans leur liberté d'expression, parce et que ça ait des conséquences. Donc, c'est pas... or, pour nous, en tout cas, le rôle d'un conseil de déontologie ou d'un conseil de presse, ce n'est pas de diminuer la liberté d'expression des journalistes. Au contraire, on a besoin de cette liberté d'expression. Si on met en place une sanction, il y a un risque qui est trop important que ça se transforme en menace pour la liberté d'expression et que ça empêche les gens de s'exprimer. Donc, du coup, on est contre un pouvoir de sanction ou une sanction financière. Après, vous pouvez faire un truc à l'intérieur de la rédaction qui dit celui qui a fait une erreur, il paye je sais pas moi, des chocolats, ou il paye... on peut avoir une incitation, quoi. Ou alors celui qui corrige, qui a fait le plus de rectificatifs, par exemple, il gagne tous les chocolats de la semaine. J'en sais rien, mais en tout cas, il faut être très prudent avec cette idée de sanction. Il y a des rédactions où, à la suite d'une erreur, elles ont obligé le journaliste ou contraint le journaliste à démissionner. Est-ce C'est que vous arrivé, pensez tout que à c'est fait. une bonne chose? Là, ça dépasse du cadre de la déontologie. La déontologie, c'est rectifier ses erreurs et essayer évidemment d'en commettre le moins possible. Qu'est-ce qui doit se passer quand un journaliste commet des erreurs? Ça, c'est une décision que le média doit prendre. Et ce qui va jouer, c'est est-ce que finalement le fait que ce journaliste continue à travailler pose un problème pour l'image du journal ou nuit à l'image du journal. Et ça dépend aussi beaucoup des conditions dans lesquelles l'erreur a été commise. Là, depuis tout à l'heure, on parle d'erreurs qui ont été commises, on va dire, de bonne foi. Hein. C'est-à-dire que, certes, j'aurais pu mieux vérifier, mais je n'ai pas fait exprès de publier une mauvaise information. On a le cas de journalistes bidonneurs comme Jason Blair au New York Times, comme Michel Holtz à Libération, enfin quelques cas comme ça de gens qui ont inventé des informations et inventé des personnages et inventé des choses pendant parfois plusieurs années. Ça, évidemment, c'est différent parce que là, on n'est pas juste dans une erreur commise de bonne foi, mais on est dans des erreurs qui sont malhonnêtes, enfin, en tout cas de journalistes qui sont malhonnêtes intellectuellement. Donc là, évidemment, souvent, ces gens-là, quand c'est découvert, ils perdent leur emploi, quoi. Mais on peut parler de cas... En France, on a un truc qui est une certaine tolérance au plagiat. Pourtant, le plagiat est interdit à la fois par les règles de la déontologie, mais il va être aussi interdit par la loi, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit de recopier un article qui a été écrit par un confrère. Et pourtant, assez souvent, des gens qui ont été pris pour plagiat continuent à travailler dans leur rédaction. Parfois, on les fait changer un peu de poste, on les met un petit peu dans le placard pendant quelques temps, mais la sanction n'est pas forcément le licenciement immédiat, quoi. C'est beaucoup moins vrai dans les médias anglo-saxons, où si vous êtes pris pour plagiat,
la plupart du temps, vous êtes viré. Une autre question du journaliste Adrien. Nous évoluons dans un contexte où quelqu'un vous donne une information et le lendemain, la personne vous demande de rectifier, comme par fantaisie. Que faire dans ce cas? Ah bah, dans ce cas-là, ça, c'est quelque chose qui se raconte, justement, hein. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dire dans l'article, suite à la publication de ça ou suite à la diffusion du reportage, machin nous a contacté pour nous dire qu'en fait, il n'avait pas du tout voulu dire ça, etc. Et vous allez aussi défendre votre travail, hein. Là, ce n'est pas forcément une erreur que vous avez commise, hein, parce que si vous a dit une chose et qu'il veut absolument revenir le lendemain en disant c'est un rectificatif, vous pouvez aussi vous défendre, mais vous pouvez le raconter. Vous pouvez dire, bah, suite à la publication de cet article, Monsieur Machin n'est pas content et veut rectifier, mais moi, en tant que journaliste, j'ai enregistré la conversation, par exemple, avec mon téléphone, ou en tout cas, j'ai pris des notes de manière correcte, et il a vraiment dit ça. Maintenant, il est pas content parce qu'il voudrait bien revenir en arrière, mais hier, il disait vraiment ça. Donc voilà, il faut aussi défendre son travail quand on l'a fait correctement, et quand quelqu'un essaye de nous manipuler ou veut revenir ou essaye de faire pression sur le journaliste en disant « Ah oui, mais je ne voulais pas dire ça », enfin, je ne sais pas quel exemple précis Adrienne a en tête, mais on peut aussi résister et défendre son travail. Une autre intervention d'une participante. Aujourd'hui, il existe des logiciels qui empêchent le plagiat, des logiciels qui corrigent, qui écrivent, qui évitent la répétition, qui optimisent les articles, tout pour un journalisme de qualité. Pensez-vous que c'est un début de solution? Ça peut être une bonne solution, mais pour moi, là, ça concerne plus l'écriture et le respect des règles de grammaire, d'orthographe. Effectivement, moi, je connais assez peu ces outils-là, mais je sais qu'un logiciel comme Antidote permet il y a des aides à l'écriture comme ça. Donc ça peut permettre d'avoir comment dire, des articles qui soient plus propres, mais en général, ces systèmes-là ne permettent pas de vérifier les informations à l'intérieur. Enfin, en tout cas, pas à ma connaissance. Nous tendons vers la fin de cette session, de ce webinaire. Une dernière chose que vous auriez aimé souligner, une question que je manqué peut-être de vous poser, M. Guégal. Je réfléchis. Je vais peut-être juste revenir un instant, peut-être reprendre des exemples de... débat. Non, juste peut-être juste dire comme dans l'expérience du conseil de déontologie. Je ne sais pas s'il y a des questions d'ailleurs sur le conseil de déontologie, mais on peut en profiter pour en parler aussi s'il reste quelques minutes. Mais en tout cas, l'expérience du conseil de déontologie, c'est que le fait de ne pas rectifier l'erreur, c'est quelque chose qui est incompréhensible pour les lecteurs, notamment parce qu'avec la publication sur Internet, il y a toujours cette idée qu'on peut le plus souvent modifier, hein. Alors, j'ai expliqué que ce n'était pas toujours très simple, mais quand même, il y a des possibilités pour modifier après parution, alors que dans l'ancien monde, le monde d'avant Internet, c'était impossible. Une fois que le journal était imprimé, il était diffusé, ou alors il fallait revenir, comme on a dit tout à l'heure, dans l'édition suivante. Mais dans la publication originale n'était pas modifiable directement. Maintenant qu'elle est modifiable, et bah, du coup, le public s'attend à ce qu'elle soit modifiée quand il y a une erreur. Donc, c'est vraiment une incompréhension quand c'est pas le cas. Et les gens disent, mais pourquoi vous êtes journaliste, vous devez rapporter les faits. Enfin, vous voyez, c'est aussi bête que ça, hein. Les gens ont une image parfois idéale du journaliste, et quand ça ne correspond pas la réalité ne correspond pas à l'idéal, ils sont fâchés, et quelque part, ils ont bien raison. J'ai suivi une de vos interventions dans un talk show de TED où vous dites que vous recommandez aux lecteurs de faire pression sur les journalistes. Oui, alors ça aussi, c'est une bonne remarque, parce qu'en fait, toujours dans cette expérience de conseil de déontologie, les gens peuvent s'adresser à nous pour nous saisir en nous disant « il y a un problème avec ce journal, il y a un problème avec cet article ». Et on leur demande de remplir un petit formulaire avec leur nom, leur prénom, puis, où ils peuvent expliquer le problème qui existe selon eux dans l'article qui a été publié. Et puis on a une case où on leur dit « est-ce que vous avez déjà essayé de contacter la rédaction ? Est-ce que, avant de venir nous voir, nous, conseil de déontologie, est-ce que vous avez essayé de... » Et on leur permet même de nous envoyer les courriers qu'ils ont échangés éventuellement avec le journaliste. Et je ne sais pas, dans 90% des cas, la case n'est pas cochée. C'est-à-dire que les gens
vont d'abord venir voir le conseil de déontologie avant même d'imaginer solliciter le média lui-même pour échanger, pour discuter, pour dire « je ne suis pas content », pour dire « attention, il y a une erreur, l'erreur n'a pas été rectifiée », j'en sais rien. Mais vous voyez, leur premier réflexe, souvent, c'est d'aller voir le conseil de déontologie. Et ça, déjà, c'est un problème. C'est un problème parce que ça veut dire que le public ne s'adresse plus directement aux médias pour rentrer dans la conversation, pour rentrer en contact, mais il sait de toute façon qu'il ne sera pas écouté, il ne fait pas confiance de toute façon, et il va voir le conseil de déontologie. Et je pense que si on arrive à mieux faire le contact et mieux échanger et reconnaître ses erreurs et les rectifier, petit à petit, on peut avoir un peu plus de gens qui ont suffisamment confiance dans les journalistes pour s'adresser à eux directement quand ils ont un problème, quand ils ont une critique à faire. Une dernière question, éventuellement, toujours d'Adrienne. Nous avons aujourd'hui des journalistes qui utilisent de plus en plus des caméras cachées et des systèmes de déguisement. Est-ce que le journaliste est en erreur quand la personne citée ne se reconnaît pas? Alors, c'est une très bonne question. Il faut regarder pour ça, enfin, en tout cas, pour tenter d'y répondre, une façon, c'est de voir ces fameuses chartes de déontologie. Et si je prends la charte du SNJ, bon, qui est une des chartes, je vais essayer de retrouver la phrase. Oui, c'est ça. En gros, le journaliste digne de ce nom proscrit tout moyen déloyal et vénal pour obtenir une information. Ça, c'est dans la charte du SNJ. Le journaliste proscrit tout moyen déloyal pour obtenir une information. Si vous faites une caméra cachée, c'est quelque part un moyen déloyal. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas déontologique, qui ne respecte pas la déontologie. Sauf que si je prends une autre règle de déontologie, par exemple la déclaration de Munich, je vois que dans les devoirs du journaliste, il y a le devoir de respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans les chartes, c'est le droit que le public a de connaître la vérité. Donc, vous voyez, d'un côté, le journaliste ne doit pas faire de caméra cachée parce que ce serait une méthode déloyale, et en même temps, le journaliste doit tout faire pour apporter la vérité au lecteur, parce que le public a droit à la vérité. Donc, il y a une opposition entre ces deux. Comment est-ce qu'on résout cette opposition? Une façon de le faire, c'est de réfléchir à est-ce que l'information que je vais obtenir grâce à la caméra cachée, elle a un intérêt public ou non? De la même manière, d'ailleurs, on a aussi de ne pas être déloyal, mais aussi le respect de la vie privée. Quelque part, c'est un peu aussi la même logique. Si je filme quelqu'un à son insu via une caméra cachée, peut-être aussi je ne respecte pas sa vie privée. Donc, il faut à chaque fois mettre les deux en balance et dire le public peut avoir le droit de savoir ce qui se passe dans un endroit où on n'a pas le droit de filmer. Donc, dans ces cas-là, le fait d'utiliser une caméra cachée a un intérêt pour l'audience, pour le public. Donc, dans ce cas-là, on va le faire. En revanche, si c'est je sais pas moi, pour une histoire pas très intéressante ou une histoire, je sais pas, d'infidélité conjugale voilà, simplement, ça a pas l'intérêt général n'est pas suffisant, l'intérêt de l'information n'est pas suffisant pour le public au sens large. Dans ce cas-là, il ne faut pas faire de caméra cachée. Il faut trouver une autre façon de raconter l'information. Un média, M. Guigan, qui donne une information et que des acteurs politiques ou peut-être même des confrères ou d'autres médias qui disent que cette information n'est pas vraie, qui battent en brèche l'information donnée par un média et qu'après, on remarque que ce média avait raison et que l'information qu'elle avait donnée s'est révélée vraie. Est-ce que ce média doit revenir? Ça, ce n'est pas une erreur, doit revenir pour dire, ah, j'avais raison, ou taire le silence. Alors, oui, il faut aussi se défendre, hein, parce que c'est trop facile sinon de dire, regardez, encore des journalistes qui font n'importe quoi, par exemple, ou encore des enquêtes qui sont bâclées ou qui sont à charge. Voilà. En France, on a eu l'exemple avec l'affaire Cahuzac, donc, qui était un ministre du président Hollande, qui a été accusé d'avoir de l'argent en Suisse. Et pendant plusieurs mois, on n'était pas sûr que... Enfin, surtout pendant plusieurs mois, il a nié avoir ce compte en Suisse avant de craquer et de dire, effectivement... Donc, pendant plusieurs mois, il y a eu beaucoup d'attaques contre le
journal qui avait publié, qui était Mediapart, qui avait publié cette enquête. Et ils ont tenu bon. Donc, je pense que dans ces cas-là, il faut tenir bon. Voilà, quand on commet une erreur, il faut la rectifier, mais quand on a de bonnes raisons de penser que Jérôme Cahuzac a un compte en Suisse, il y a pas et qu'on a des éléments qui le prouvent, ce qui était le cas, hein, même assez tôt dans l'affaire, il y avait quand même beaucoup d'éléments qui le prouvaient. Il faut tenir bon et pas se laisser attaquer par les politiques ou par les autres médias. Merci beaucoup, Monsieur Guégan, pour votre disponibilité, pour ces moments de champ de qualité et surtout pour ces bonnes pratiques que vous avez partagées avec les confrères, les consoeurs francophones du monde entier qui nous suivent et qui sont membres de notre forum francophone. Merci sincèrement. 1 heure est tellement insuffisante pour en parler puisque je vois encore dans la boîte de discussion des questions qui viennent, mais nous sommes obligés de nous arrêter ici pour l'instant pour respecter le timing. Mais je rappelle aussi aux confrères qui ont des questions que vous pouvez aussi, même si vous n'êtes pas en France, pour des questions d'éthique, écrire au conseil de déontologie. Je réponds à la place de Guégan. Je suis sûr que le conseil est disponible pour répondre à ces questions, pour vous donner des réponses en fait sur des zones d'ombre que vous aurez et aussi de visiter le site qui vient de mettre le lien dans la boîte de chat. Merci, merci encore. J'espère que nous aurons l'occasion de vous avoir pour une session à l'avenir. Sincèrement, merci pour votre disponibilité. Aussi, merci pour ces confrères et consoeurs qui nous ont suivis depuis le début et qui ont participé avec nous à ce webinaire en posant diverses questions. Monsieur Guégan, un dernier mot. Merci beaucoup, merci à vous et puis à bientôt, j'espère, pour traiter d'autres sujets avec vous. Au revoir et bonne fin d'après-midi, bonne fin de journée à tout un chacun. À la prochaine, à jeudi prochain.